suis directeur de recherche émérite au CEA. Donc, j'ai été chercheur toute ma carrière, hein. J'ai commencé, en fait, il y a 55 ans au CEA. Donc, vous voyez, 68, voilà, je me suis toujours intéressé, en gros, à la glace, plus ou moins. Ma thèse sur la formation de la grêle. Alors, c'est pas sans risque, hein, peut-être pas de la sécurité civile, mais pour les vignerons, c'est pas facile. Il y a un peu de sécurité civile aussi quelquefois, donc c'est vrai que les orages à grêle posent question. Heu, voilà quand même. Mais et puis, ensuite plus aux glaces polaires. Donc dans le cas de la grêle, c'était vraiment, disons comprendre les mécanismes de formation, quand même dans un contexte où, d'équipes qui souhaitaient participer à la prévention de la grêle, qui est a assez inefficace, c'est très clair. Donc et le deuxième volet, donc c'est sur les glaces polaires, donc avec, je me suis intéressé au forage du Groenland et de l'Antarctique, et donc j'ai participé, disons, aux recherches qui, à à partir de ces glaces, donc qui nous permettent, alors je crois qu'on comprend bien, la neige s'accumule en surface, elle s'enfonce, et donc plus on creuse, plus on remonte dans le temps, des glaces de plus en plus vieilles. Et donc ça nous a permis de reconstituer le climat sur, d'abord 160 000 ans, puis, disons en Antarctique, on est à 800 000 ans maintenant. Et puis on a travaillé aussi au Groenland, et je dirais, bon, j'ai été associé, alors c'est du travail d'équipe, hein, c'est à chaque fois il y a beaucoup de monde, c'est pas ça, mais en tout cas j'ai été associé, je dirais, à 2 découvertes majeures quand même dans le contexte du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a été, disons, je redis collectivement les premiers à, avec mes collègues grenoblois et à l'époque les équipes soviétiques, hein, c'était Leningrad et Moscou dans les années 80. Donc nous avons montré ce lien entre climat et effet de serre dans le passé, hein. Donc, pendant les périodes glaciaires, il y a moins d'effets de serre, pendant les périodes chaudes, il y en a plus, et montrer aussi que ce que nous avions déjà à l'époque, dans les années 80, en termes de concentration de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote, disons de ces principaux gaz à effet de serre sur lesquels nous agissons par nos activités, n'avait jamais, n'avait jamais été atteint au cours des 160 000 dernières années. Et donc, voilà, c'était la première fois qu'on montrait ce lien entre climat et effet de serre sur notre planète, c'est très clair. Et on a prolongé, disons, après, nous en sommes maintenant à 800 000 ans, et mes jeunes collègues essayent d'aller plus loin dans le temps, mais avec effectivement toujours ce lien très fort entre gaz à effet de serre et climat, étant entendu qu'à ces échelles de temps, le moteur, disons, le métronome des changements climatiques, c'est la position de la Terre sur son orbite. Voilà. Donc, la deuxième découverte, c'est la découverte de variations climatiques rapides qui, elles, sont plutôt spécifiques à l'Atlantique Nord, hein, des réchauffements qui peuvent être de quelques dizaines, enfin jusqu'à une dizaine de degrés, même 15 degrés à l'échelle d'une décennie ou de quelques décennies. Donc la découverte, c'est, disons, probablement lié à des changements de circulation océanique. Donc voilà, donc mon domaine d'expertise, ce sont vraiment les données, l'évolution passée de notre climat, et je me suis intéressé de façon très, très, disons, de plus en plus importante à aussi son évolution future. Ce qui m'a intéressé, c'est en quoi les données du passé nous aident finalement à appréhender l'évolution future de notre climat. Alors voilà, donc c'est plus, bon, je l'ai fait à travers une participation au GIEC pendant 25 ans, plus d'une vingtaine d'années, 94 à 2015. J'ai aussi participé plus aux aspects négociation, hein. J'ai participé à toutes les conférences climat depuis 2001 au titre de la délégation française, disons comme expert auprès de la délégation française. Donc effectivement, je dirais que j'ai vécu la montée du problème climatique, du problème posé par nos activités sur le climat, de l'intérieur, je dirais. Hein, c'est un peu cela. Voilà, et donc je bon, je dirais aussi que je me suis, disons, toujours intéressé à, enfin, j'ai essayé de répondre, et c'est ce qu'on fait peut-être un peu aujourd'hui, même si c'est moins politique, mais j'ai toujours essayé de répondre aux sollicitations diverses, en particulier des décideurs politiques par rapport à la prise de décision dans ce domaine, à la prise de conscience. Voilà, j'ai participé au Grenelle de l'environnement. Bon, j'ai été aussi membre du CESE et pendant rapporteur de la loi à ce titre la loi sur le climat de 2015. Voilà, j'ai bien sûr été impliqué dans la préparation de l'accord de Paris. Voilà, toutes ces, disons, j'ai vécu effectivement
compris sur des aspects plus politiques, en tout cas d'interaction avec les décideurs politiques, cette montée du problème climatique. Voilà, donc comment je peux vous en parler par rapport à votre questionnement? Je pense qu'il y a un point que j'aime bien rappeler très rapidement, c'est qu'on est passé dans le domaine des certitudes. Hein, c'est important. Hein, disons que le dernier rapport du GIEC, c'est quoi? D'abord, ce n'est pas une surprise, le réchauffement climatique, puisque ce que nous avons fait par nos activités, c'est d'augmenter le chauffage. Hein. Disons, il ne faut pas être surpris. Hein. Le point important, je crois, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui est ce que notre communauté scientifique envisage depuis 50 ans. Hein. Que l'on parle de rythme de réchauffement. Alors, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre, depuis maintenant 6 décennies ou 5 décennies. En termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, et ça évidemment, la sécurité civile c'est un point important, eh bien cette accélération, on est entre 3 et 4 mm par an, alors qu'on était entre 1 et 2 mm par an dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, ce n'est pas une surprise, hein, cette accélération, elle était prévue. C'est aussi le cas, évidemment, pour ce qui nous concerne peut-être aussi assez directement, c'est l'augmentation des événements extrêmes, de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes, en particulier des vagues de chaleur. Et je montre toujours un graphique que je montre depuis 2000, disons là, de façon très claire, mais vous le savez bien, que la conjonction de périodes de sécheresse et de périodes de canicule, c'est ce que vit le Chili actuellement, hein, dans un autre hémisphère, mais c'est bien, disons, sécheresse et canicule, et en tout cas un facteur amplificateur de l'extension des feux de forêt une fois qu'ils ont démarré, hein, souvent malheureusement de façon sinon criminelle, au moins, disons, d'inattention. Mais voilà, je montre depuis 20 ans maintenant une carte des risques de feux de forêt, et en fait, quand on regarde le risque, il y a 5 niveaux de risque, hein, et bien le risque maximum, quand on montre la carte, disons au début des années 2000, évidemment, le risque était maximum sur toutes les régions méditerranéennes, hein, sur le sud de la France. Il y a un risque maximum, on le sait, on le vivait déjà. Mais quand on montre la carte de 2050, eh bien, on voit que sont aussi à ce niveau 5 de risque des régions comme le centre de la France ou l'ouest de la France. Hein, et c'est assez, alors c'est pas intéressant, mais voilà, ça résonne avec des feux de forêt comme ceux de Brocéliande ou des Monts d'Arrée l'été dernier, hein, ou bien d'ailleurs autour d'Angers aussi. Donc, on voit bien que ces projections, disons, que nous faisions depuis 20 ans, eh bien, je dirais presque malheureusement, à mon regret, c'est ce qui se produit aujourd'hui. Alors, disons, ce fait de constater, alors, disons qu'actuellement, notre communauté, on attribue de façon certaine ce réchauffement aux activités humaines, et on attribue d'ailleurs l'ensemble du réchauffement aux activités humaines. Et je dirais, pour résumer, eh bien, le 6e rapport du GIEC, qui va publier dans quelques semaines son rapport de synthèse, eh bien, nous sommes certains que eh bien, le réchauffement climatique est lié et probablement entièrement aux activités humaines, et que si nous n'en prenons pas la mesure, eh bien, il deviendra une menace pour notre humanité et pour la nature qui nous entoure. Hein, c'est bien ça que le message qu'on peut vous adresser. C'est le message de la communauté scientifique, c'est très clair. Alors, voilà, donc, effectivement, donner de la crédibilité à la communauté scientifique, je crois que c'est nécessaire. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incertitude. Hein, je veux dire, notre certitude que c'est une menace ne veut pas dire il y a des incertitudes dans l'amplitude du réchauffement, il y a des incertitudes dans leurs caractéristiques régionales. Par exemple, on ne sait pas, dans d'autres régions où c'est extrêmement important, les phénomènes El Niño, hein, qui jouent un rôle très important sur la répartition des précipitations dans les zones équatoriales et pacifiques. Eh bien,
nous ne savons pas très bien, disons-le clairement, si ces phénomènes El Niño vont devenir plus fréquents ou pas, plus intenses ou pas. Hein. Donc, le fait que nous ayons des certitudes ne veut pas dire qu'il n'y a pas, dans, disons, ce que nous disons, des incertitudes. D'ailleurs, quand on parle d'un réchauffement, alors si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on parle d'un réchauffement qui pourrait être, autour de 4 à 5 degrés. Alors j'espère qu'on va l'éviter, on est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. Mais quand on parle de 4 à 5 degrés, disons, ça va entre 3 et 6, suivant les différents modèles. Hein, donc voilà un petit peu. La certitude, voilà, doit être aussi, j'imagine, je vous invite à regarder évidemment les rapports du GIEC. Alors, quels sont, alors disons comme ça, disons, je n'ai pas vraiment préparé, mais vous les connaissez. Alors, il y a des risques, évidemment, bon, pour la nature qui nous entoure et puis pour les infrastructures qui sont assez importants. Bien sûr, enfin, j'ai déjà évoqué les feux de forêt, mais c'est des choses que, disons, que vous avez vécues, enfin, disons que le ministère de l'Intérieur a évidemment vécu l'été dernier. On voit bien les difficultés, voilà, et on sent bien que c'est la conjonction de périodes caniculaires et de périodes de sécheresse qui favorise l'extension des forêts. Évidemment, très souvent, dans nos pays, c'est d'origine soit accidentelle, quelquefois même intentionnelle, disons en majorité, malheureusement, ou presque. Voilà. Donc, d'autres points qui sont importants évidemment, là, je vais parler, disons, sur les biens, les populations. Bon, des événements comme, donc alors ce que l'on craint, donc c'est disons d'événements intenses. Bon, si on commence par canicule et sécheresse, leur conjonction, je l'ai dit, ce sont les feux de forêt, mais ce sont aussi quand même une fragilité de certaines populations. L'an dernier, disons, on parle maintenant de quelques milliers de morts en France supplémentaires, de 10 milliers de morts supplémentaires, je crois, en Europe. C'est pas négligeable. Alors, c'est pas grand-chose peut-être par rapport à la Covid, mais c'est passé un peu sous les radars, mais il y a quand même une fragilité de certaines populations par rapport à des événements extrêmes. Et il y a une fragilité plus, disons, encore plus forte disons, concrétisée. Alors, il y a deux, en termes de précipitation, il y a deux types d'événements qui sont un peu différents. Hein. Les événements de pluie torrentielle, alors, tels que ceux qu'ont vécu nos voisins belges et allemands pas l'été dernier, disons l'été 2021, il y a eu quand même une centaine de morts, beaucoup de dégâts matériels, hein, on le voit bien. Donc on y a échappé l'été dernier, mais il faut se mettre dans l'idée que ce risque de pluie torrentielle du type de d'événements comme ceux qu'ont connus la Belgique ou l'Allemagne en 2021 sont des événements disons, qui peuvent être envisagés en France, en tout autant, c'est très clair. Ensuite, il y a un autre événement, enfin en France, il y a un autre aspect qui est plus spécifique, ce sont les événements méditerranéens qui sont un peu différents. Hein. Disons, dans leur structure, hein, c'est le fait que la Méditerranée reste chaude. Vous savez bien, un des derniers, c'est plutôt il y a 3-4 ans maintenant, c'est la Roya. Hein, donc il y a eu aussi des dégâts extrêmement importants où, effectivement, j'imagine que la sécurité civile a été appelée disons, à intervenir. Alors, donc, il y a des aspects spécifiques aussi à l'élévation du niveau de la mer, quand même, dont il faut commencer à se préoccuper. Hein, donc, évidemment, voilà, les risques deviendront plus importants. Enfin, évidemment, les risques posés par l'élévation du niveau de la mer ce sont ceux qui sont associés disons, à des situations particulières de grandes marées, de tempêtes très importantes, de pluies très importantes sur le continent qui font que le débit des fleuves et des rivières aussi en rajoute une couche. C'était le cas, par exemple, disons, comment ça s'appelait dans les Charentes quand il y a eu cette Xynthia. Donc, je crois que c'était en 2008-2009. Hein. Disons, le problème d'élévation du niveau de la mer, c'est vraiment qu'il y a tous ces événements, mais la réalité,
c'est que le fait que le niveau moyen des océans augmente, et de 4 mm maintenant chaque année, eh bien, en fait, disons, met plus disons, de superficie, de surface à risque. Hein, donc, ça, c'est très clair. Hein, donc, par exemple, moi, j'avais été très marqué, puisqu'on regarde l'horizon 2050, j'avais été très marqué par des projections, hein, de Climate Central, je crois, vous connaissez peut-être, qu'à horizon 2050, on pourrait avoir 1 million de non-concitoyens dans les régions côtières qui seraient, disons, à risque de submersion temporaire, évidemment. On parle bien de submersion temporaire, mais bon, vous savez très bien que si votre maison disons, est à risque de submersion, même si c'est quelques jours pendant tous les 2 ou 3 ans, et ça va devenir de plus en plus fréquent, ce sont quand même des risques dont il faut tenir compte. Donc, c'est quand même des chiffres, disons, intéressants, mais bon, c'est pas intéressant pour les personnes qui les vivent. Donc, il y a ces risques côtiers. Alors, il y a aussi des risques pour les infrastructures. Hein. Un des points qu'on commence à voir, et qui est, bon, les infrastructures, par exemple ferroviaires, ne sont pas calibrées pour des températures au-delà de 40 degrés. C'est très clair. Donc, il n'y a pas, disons, évidemment, dans les régions côtières, on doit faire attention à toutes, disons, là, il y a les plans d'adaptation, vous connaissez certainement, vous connaissez le TNAC 3 va se mettre en place. Voilà, donc il y a ces risques sur les infrastructures. Donc, alors, ils sont principalement liés, donc pour le moment, j'ai évoqué, disons, à la fois, je dirais, sécheresse, les risques liés à sécheresse et canicule, hein, disons, plus importantes, les pluies les plus violentes, l'élévation du niveau de la mer. Il y a aussi des risques plus ponctuels. Alors, on se pose des questions, hein, on n'a pas de réponse pour le moment, par exemple, ces tornades qui ont été quand même. Il y a eu quelques tornades qui sont quand même pas très drôles quand ça tombe sur un village. On a vu quelques exemples récemment, mais on n'a pas vraiment pour le moment, il y a pas de lien établi avec le réchauffement climatique, hein. Ni d'ailleurs non plus par exemple, pour ces orages à grêle, hein, moi qui m'ont beaucoup intéressé et qui continuent à m'intéresser, c'est pas le problème, mais là, ce sont des risques plus ponctuels, hein, un orage à grêle ou bien une tornade, mais qui sont vraiment aussi assez violents et assez destructeurs. Donc, voilà. Ensuite, je pense que ça, c'est plus autour de nous. Alors, la nature, évidemment, risque d'être marquée. Maintenant, si on se place à l'horizon 2050 que vous avez évoqué, il faut bien comprendre qu'à l'horizon 2050, le climat est pratiquement joué. Hein, donc, le problème, c'est de limiter le réchauffement climatique de façon à ce que dans la deuxième partie de ce siècle, les jeunes puissent s'adapter à ce réchauffement sans trop de difficultés. Et donc, on pense vraiment, il y a toutes les raisons de penser qu'il vaudrait mieux limiter 1,5 degré à 2 degrés, et donc atteindre neutralité carbone dès 2050. C'est ça le message de notre communauté. Mais quand on regarde les 2 prochaines décennies, jusqu'à 2040, où les courbes suivant les différents scénarios, j'imagine que vous avez dû les regarder, finalement jusqu'à 2050, quoi qu'on fasse d'ici là, on ne va pas tellement influer sur. Il est joué pratiquement, il est dans les tuyaux. Alors, on ne le connaît pas exactement, mais je peux prendre avec vous le pari, je ne serai plus là, mais qu'en 2050, on aura pris en France 1 degré en moyenne supplémentaire. Donc avec des pics de chaleur plus importants, peut-être pas pareil dans toutes les régions de la France. Si vous regardez le récent rapport DRIAS, hein, qui, j'imagine, moi j'avais été, j'avais été responsable d'une première synthèse du climat de la France horizon de la fin du siècle, je crois. Donc, on a fait une série de documents dans les 2013, 2014, 2015. Et là, il y a eu une nouvelle série, disons, par mon collègue de Météo France qui coordonne, Jean-Michel Soubeyroux, dans le cadre du projet DRIAS, hein, qui effectivement fait le point sur, en fait, décline en gros les rapports du GIEC ou nos connaissances sur, disons, le territoire français, sans parler beaucoup des risques, hein. Et sans parler beaucoup aussi, je pense que ça peut vous intéresser aussi, c'est assez évident que les territoires ultramarins peuvent avoir des spécificités, hein. Par exemple, les cyclones, on le voit bien, il y a certaines régions ultramarines qui ont le risque de cyclone est évidemment, dans certaines régions ultramarines, s'ajoute aux autres risques, hein.
Donc, voilà. Donc ensuite, je pense qu'il faut regarder les populations. Alors, les populations, je pense que par rapport à cela, évidemment, bon, alors, je ne dis pas, enfin, bon, je ne veux pas passer ça comme mais on ne peut pas passer, disons, on ne peut pas ne pas évoquer, euh, disons, enfin, bon, le fait que le climat, disons, avec des conséquences, par exemple, euh, sur les régions subsahariennes, plus de, disons, moins de précipitations, donc des régions où la sécurité alimentaire sera plus difficile disons, à atteindre que ne l'est actuellement. Elle est déjà dans beaucoup de régions d'Afrique. C'est des risques aussi dans ces régions-là. On voit bien quelquefois d'événements extrêmes, hein, soit des vagues de chaleur, soit aussi des précipitations très intenses. Donc, effectivement, bon, même s'il y a toujours plusieurs causes, on le sait, mais le réchauffement climatique, probablement, enfin, disons, peut effectivement accélérer le mouvement de certaines populations, c'est très clair. Est-ce que c'est un risque ou pas? Ça, c'est autre chose. Moi, ça ne me soucie pas vraiment. Je pense qu'on a aussi la capacité en Europe de regarder de façon plus, disons, solidaire que nous le faisons, mais ça, c'est quelque chose de personnel. Mais c'est clair que les mouvements de population risquent d'être accélérés, ou en tout cas certains mouvements de population d'Afrique vers l'Europe risquent d'être peut-être plus intenses à cause du réchauffement climatique et de l'insécurité alimentaire ou des risques posés dans certaines régions. Alors, ensuite, il y a aussi des risques que j'évoque quelquefois qui tiennent au nom de la sécurité civile, mais qu'on a quand même vécu, qui sont des risques. En fait, bon, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce problème de justice climatique. C'est-à-dire que si on prend les populations, on va plus parler des populations actuelles disons, voilà, si on prend les populations, eh bien, de façon très claire, si on ne prend pas les risques du réchauffement climatique un à un, mais dans leur ensemble, le premier risque du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Vous voyez, aussi bien nord-sud, mais c'est vrai pour un pays comme la France. C'est assez, si vous voulez, de façon très claire, disons, les populations les plus modestes, les plus pauvres, vivent généralement dans des habitats qui ne sont absolument pas, disons, absolument pas adaptés au réchauffement climatique, aux vagues de chaleur. Et si vous voulez, bon, là, j'y suis à Paris actuellement, mais dans une ville comme Paris, l'été, et dans d'autres métropoles, j'avais été très marqué à Rennes, l'îlot de chaleur, c'était 8 degrés à Rennes cet été. C'est-à-dire, il faisait 8 degrés plus au centre qu'il ne faisait dans la campagne environnante. Disons, ce problème c'est un véritable problème de santé publique dans les métropoles, et à l'évidence, si vous voulez, bon, des gens comme, enfin, des personnes comme, enfin, beaucoup, il y a ceux qui, en gros, ont un endroit où aller en dehors de Paris l'été, voilà, ceux qui peuvent quitter Paris et ceux qui ne peuvent pas. Et bien sûr, pour des raisons, disons, généralement, malheureusement, je dirais, les populations les plus modestes n'ont pas les moyens de quitter Paris, n'ont pas d'endroit où aller, et ce sont elles, généralement, par rapport à ces vagues de chaleur qui ont souvent, enfin pas toujours, mais voilà, on comprend bien qu'ils ont des habitats pas bien adaptés pour faire face à ces vagues de chaleur. Et bon, ça, c'est un premier point, disons, d'accroissement des inégalités qui doit amener à réfléchir en termes de sécurité civile. En tout cas, moi je vous invite, on a fait un rapport là-dessus sur, disons, la justice climatique en France, sur les perspectives. Hein. Donc, c'est une question aussi voilà, de solidarité. Et puis, il y a un autre exemple, hein, qui moi, m'a intéressé, que je redis souvent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des inégalités dans les mesures proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand on regarde l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en 2018, hein, disons, il y a maintenant 5 ans, donc disons, l'augmentation de la taxe carbone était envisagée, vu du climatologue, c'est du bon sens disons, de donner un prix au carbone, je ne le cache pas, mais dans ce cas-là, l'augmentation proposée était beaucoup trop importante. Disons que c'était plus pour remplir les caisses que pour, disons, c'était la première motivation, soyons clairs. Donc,
et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que quand on regarde, disons évidemment en termes absolus, ça aurait été les plus hauts revenus qui auraient été les plus affectés. C'est une question de consommation des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, si on consomme beaucoup, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais disons, comme les prix auraient augmenté, eh bien, disons, les hauts revenus auraient été plus marqués en valeur absolue, mais en valeur relative, eh bien, les bas revenus, le dernier décile, auraient été 3 fois plus affectés par rapport à leurs revenus que le premier décile. Hein, disons que ce sentiment d'injustice a été largement perçu, hein, puisque c'est en tout cas et c'est pour ça que j'en parle dans un contexte de sécurité civile, ça a quand même été un des événements déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Hein. Donc, et c'était finalement rétrospectivement, on voit bien que ce sentiment d'injustice, il était réel, hein, c'est très clair. Cette taxe n'a pas été mise en œuvre, hein, mais bon, voilà. Donc, on peut aussi quelquefois avoir disons, peut-être, alors sans aller jusqu'à un nouveau mouvement des Gilets jaunes, mais ça amène à réfléchir quand même. Hein. Donc, voilà, c'est le type de réflexion que je me suis beaucoup intéressé à ces aspects. Donc, voilà, voilà, bon, moi, ça brosse, je ne sais pas, il y a plein d'autres choses qu'on peut évoquer, mais bon, s'il nous reste une demi-heure, c'est plus pour des questions, puis un échange, voilà, un petit peu. Je ne sais pas si c'est très utile ce que je vous ai dit, mais. Bien. Oui, effectivement. C'est très riche, déjà. Oui, merci beaucoup. En fait, on voit très bien voilà, les certitudes qu'on a, qu'il y a bien un réchauffement climatique qui est en cours, induit par l'homme, les différentes incertitudes que nous avons ponctuellement par rapport à la variabilité naturelle du climat et par rapport au territoire qu'on connaît peut-être un peu moins. Vous avez aussi abordé les grandes tendances du futur pour la France. Donc les événements extrêmes avec les effets en cascade que ça pourrait impacter les différentes populations. Donc c'est vraiment un panorama très très complet. Est-ce que j'avais peut-être une question avant parce que je sais que voilà, tout le monde a à peu près préparé quelques questions. Mais la question propose maintenant sur le volet sensibilisation. Donc nous avons cette masse de connaissances scientifiques. Nous savons, donc les pouvoirs publics savent qu'il faut anticiper pour mieux se préparer, mais après, comment mettre en marche justement cette sensibilité? Parce que certaines disent que les scientifiques sous-estiment les risques, d'autres disent qu'on n'est pas assez préparé aux risques. Donc, comment peut-on lutter contre à la fois le fatalisme, la désinformation, la dépriorisation? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Oui, je pense que, disons, il faut s'appuyer sur le diagnostic des scientifiques. Enfin bon, prenons pour le diagnostic des scientifiques, il peut y avoir des incertitudes. Par exemple, quand on parle de l'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle, ça peut être 50 cm, mais dans le cas extrême, ça peut être 1 mètre. Donc ça, c'est le diagnostic des scientifiques et on vous donne, généralement, on donne une fourchette d'incertitude dans ces projections. Okay. Le rôle de la sécurité civile, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, je me suis intéressé au plan d'adaptation, c'est de demander à la sécurité civile, finalement, de se projeter dans le cas extrême, enfin dans le cas où disons, finalement, de protéger les populations, de réfléchir plutôt au cas où la valeur extrême serait atteinte. Donc je pense que très souvent, alors justement, c'est là qu'il ne faut pas non plus aller trop loin. Donc il faut, voilà, donc on voit bien que oui, il y a des cas où et ça sera le cas du prochain plan national d'adaptation qui existe, qui va être remis, le PNAP 3 va être publié l'an prochain. Je suis à peu près sûr que la sécurité civile y participe. Donc j'imagine que peut-être pas vous-même ici, mais d'autres personnes du ministère de l'Intérieur y participent. Hein. Je n'y participe pas au PNAP 3. Mais voilà, donc il y a. Disons, je pense qu'en s'appuyant sur les connaissances scientifiques, on peut de façon, avec un certain bon sens, relativement, disons, déduire ce que, en tant que sécurité civile, il est raisonnable de faire. Voilà. C'est un peu ça. Donc il faut quand même, et je pense qu'il faut aller. Donc il y a aussi alors il y a aussi un point qui est très important dans notre communauté, c'est que dans notre communauté, ce qu'on essaye de mettre, et vous pouvez peut-être interagir avec des gens comme Robert Loutard qui sont très impliqués,
Ce qu'on essaye de faire, nous, de notre côté, de notre communauté scientifique, c'est on services critiques, enfin mes collègues maintenant, moi je suis plus très actif, mais on développe des services climatiques, en particulier à l'Institut voilà, donc sur Paris, mais aussi bien sûr, largement. L'idée de ces services climatiques, c'est de mettre à disposition des populations et bien sûr de la sécurité civile nos connaissances, voilà, et d'interagir. Donc, je pense qu'une façon de faire de votre côté serait d'interagir avec cette communauté qui met en place ces services climatiques. Voir ce que vous, sécurité civile, vous souhaiteriez, parce qu'on est, au contraire, notre communauté, on est à la recherche de ce que vous, d'autres, souhaiteraient. Le monde agricole souhaite d'autres informations que la sécurité civile, c'est sur les sécheresses et tout. Mais cela, ça se développe de plus en plus. Ces services climatiques se mettent en place et sans vouloir vous conseiller, c'est vrai que prendre contact avec l'Institut Pierre-Simon Laplace ou les gens comme Si je peux juste vous interrompre, parce il semblerait avoir une petite section, si vous êtes en train de bouger. Le micro. Micro. Là, ça va. moi, oui. Ça va. D'accord. Donc, l'idée, ça serait de climatique. L'objectif des services climatiques, c'est de répondre aux souhaits de différentes communautés. Ça peut être la sécurité civile, mais disons les demandes peuvent être différentes pour le monde agricole. Et voilà, notre souhait en tant que communauté, c'est un peu, on a des services météorologiques actuellement, bien sûr, Météo France, mais on souhaite mettre en place des services climatiques, c'est-à-dire être en mesure de donner le maximum d'informations en temps réel et disons aussi bien au niveau des projections par rapport à des demandes qui viennent soit des populations, soit des institutions. C'est ça notre objectif. Très bien, très bien. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est d'augmenter un peu cette collaboration avec les parties prenantes. Oui, je crois que vous devriez, bien sûr, c'est intéressant ce serait intéressant que la sécurité civile interagisse avec les personnes. Vous le faites peut-être, hein, moi je ne sais pas, je ne vais pas, mais disons, interagir avec la mise en place de services climatiques peut être intéressante, oui, effectivement. Parce que c'est maintenant que ça se met en place. Oui. Disons, disons, ça va peut-être mettre quelques années, mais c'est maintenant. Il y a plein de discussions sur les services climatiques. Voilà, c'est pas figé, donc il peut y avoir des demandes spécifiques de votre part qu'on essaiera de satisfaire. Ok. Je sais que Pierre avait une question par rapport au rythme du changement climatique. Oui, on avait évoqué ça hier, Pierre, donc je ne sais pas si tu souhaites aborder ta question ou si c'est déjà été couvert. Vous l'avez effectivement évoqué. Quand on regarde ce qui sort dans la presse depuis longtemps, mais notamment depuis 6 mois à peu près, on est un peu perdu parce que on est sur la bataille du 1,5 en disant c'est déjà dépassé, c'est un objectif qui sera obtenu que si on a la neutralité carbone en 2050. Cette question sur le rythme, elle est très importante et j'aimerais avoir vos lumières sur ce point. Alors oui, ce qui est certain. Donc je peux évoquer cela, moi ça m'intéresse donc rapidement. D'abord, l'idée de la Convention climat, c'est une idée de bon sens. C'est-à-dire, comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui, je dirais de façon simple, puissent s'adapter au réchauffement dans la deuxième partie de ce siècle. Une fois qu'on a dit que jusqu'en 2040-2050, c'était pratiquement joué, c'est cela. Donc, dans sa forme initiale de la Convention climat, il n'y avait pas d'objectif chiffré. On parlait simplement de stabiliser le climat de façon à éviter toute conséquence dangereuse. Et puis, alors il y a eu l'accord, il y a eu le protocole de Kyoto, il y a eu l'accord de Copenhague, et à partir pratiquement de l'accord de Paris de 2015, mais ça avait été discuté un peu avant, on est passé de cet objectif qualitatif à un objectif chiffré. C'est-à-dire qu'on a globalement été capable de dire que, disons, si on voulait une adaptation pas trop difficile,
Alors, dans l'accord de Paris, on parle de bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. Et en fait, dans l'accord de... Alors, on comprend bien, voilà, on comprend bien que si on veut stabiliser le climat, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. Je vais dire simplement que c'est ça la neutralité carbone. Hein, l'effet de serre arrête d'augmenter. Et que plus on est ambitieux dans le niveau de réchauffement, plus il faut que cette neutralité carbone soit atteinte rapidement. Quand vous regardez l'accord de Paris, on mettait plus l'accent sur les 2 degrés, hein, bien en deçà de 2 degrés. Et dans l'accord de Paris, on parle de neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Ce n'est alors, mais les pays les plus vulnérables ont proposé qu'on réfléchisse à ce que serait un climat à 1,5 degré. Et donc, il y a eu un rapport sur ce que serait effectivement un climat à 1,5 degré de réchauffement. On a déjà pris 1 degré, hein, donc un peu plus même. Et la conclusion est très claire. Hein, donc, on peut y passer du temps, mais ça serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Hein, disons, et bien sûr, à mesure qu'on s'éloigne, disons, cette idée que chaque dixième de degré compte. Hein. Donc ça, c'est... Et disons, ce diagnostic est finalement passé d'une certaine façon dans les textes, hein, puisque à partir de la COP alors, de Glasgow, et ça a été repris à Sharm el-Sheikh, eh bien, on dit clairement disons, il y a 1 an et demi maintenant, donc à Glasgow, il est clairement dit dans l'accord de Glasgow qu'on considère de façon très sérieuse cette possibilité de limiter à 1,5 degré, enfin, cet objectif 1,5 degré est donc l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et depuis, comme vous le voyez, on parle plus de 2050 que disons, on parle plus d'1,5 degré et de 2050 que de 2 degrés, à juste titre, vu du... Moi, je suis aussi souvent interrogé là-dessus. Et évidemment, cet objectif, je ne suis pas naïf, on risque de ne pas le respecter. On risque bien sûr, je vais essayer de revenir après, mais du point de vue du climatologue, c'est un objectif qui a du sens et qui est vraiment nécessaire. Hein, si on veut vraiment, je dirais, ne pas aller au-delà de la capacité d'adaptation des populations. Une fois dit ça, effectivement, c'est un peu un vœu pieux. Actuellement, nous sommes sur une trajectoire plutôt qui nous emmène vers 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle. Hein, c'est à peu près clair. Et donc, c'est 2 fois trop par rapport. Et on a 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire 1,5. Alors maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, Pierre, oui, c'est exact. On va dépasser 2 degrés, probablement en moyenne globale, d'ici 2050. Donc l'espoir de 1,5 degré, c'est plutôt un retour, une légère diminution qui pourrait se faire à la fin du siècle. Effectivement, ça tient du rêve, mais techniquement, c'est possible si on commence à extraire du carbone de l'atmosphère. Donc voilà. Mais oui, c'est tout à fait exact que les 2 degrés risquent d'être dépassés ou atteints, dépassés entre 2040 et 2050 à l'échelle planétaire. Mais disons, si on mettait vraiment tous les œufs dans, disons, tout de notre côté, diminuer rapidement les émissions, et c'est inscrit dans la loi. Ce qui est important, ce n'est pas de la sécurité civile, mais c'est quand même important de voir que cette neutralité carbone en 2050, une centaine de pays l'ont inscrite dans leurs objectifs. Hein. Dans notre pays, c'est inscrit dans la loi. Hein, donc, c'est inscrit au niveau européen, aux États-Unis. Hein, donc, c'est en 2060 en Chine, 2070 en Inde. Donc, dans les textes, c'est pas mal. La réalité, le problème, c'est que la réalité est très loin disons, il y a un fossé entre les objectifs affichés et la réalité. Voilà. Mais c'est tout à fait exact qu'on dépassera les 2 degrés à un moment. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est espérer revenir même en dessous de 2 degrés, déjà sans parler d'1,5 degré, mais très probablement avec ce qu'on appelle un overshoot. Il y a très peu c'est-à-dire qu'on peut passer provisoirement hein, au-delà de 2 degrés et revenir peut-être un peu en dessous, en tout cas, c'est l'espoir. Donc, oui, c'est ça. Mais de mon côté, je dis toujours, c'est pas parce que certaines personnes nous disent,
comme on ne peut pas atteindre 1,5 degré, changeons l'objectif. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est parce que l'objectif, il s'appuie sur d'autres considérations, justement sur des considérations de sécurité civile, de sécurité des personnes, de bien-être des populations. Ça, ce n'est pas négociable. On ne peut pas faire dire à un climatologue que ce serait mieux à 3 degrés. Enfin, même si Nordos a eu le prix Nobel pour ça. Bon, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais bon, je veux dire par là, le CIRED le sait, ça. Donc, non, c'est un aparté, mais j'ai tellement discuté de ça avec Jean-Charles que je ne peux pas ne pas le dire. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, vu du point de vue du climatologue, il y a vraiment un sens, disons, collectif à l'échelle de notre humanité de tout faire pour limiter 1,5 degré. Donc, je garde cet objectif, sachant la difficulté, sachant que, il sera certainement dépassé à un moment, et même la difficulté de revenir en dessous de 2 degrés est bien là, c'est clair. Mais voilà, ça, ce n'est pas une raison pour changer l'objectif, Pierre. Dans les points de précision, il y avait toute cette discussion sur les seuils, précisément au-delà desquels les effets cliquets, ou je ne sais pas comment on veut les appeler, mais les points de non-retour qui font que même si on revenait en arrière, on aurait déjà perdu et c'est irréversible. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces 11-13 points? Oui. Voilà. Il y a beaucoup de points, disons que les points principaux, c'est la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Si on va trop longtemps au-delà de 2 degrés, cette calotte glaciaire va très probablement se mettre à ne plus pouvoir se reformer. Enfin, disons, mais ça va être à l'échelle probablement, disons, multiséculaire, voire millénaire, mais disons, si on s'est joué avec le feu, de rester longtemps au-delà de 2 degrés, c'est un risque pour la calotte du Groenland d'irréversibilité. Le problème de la fonte du permafrost, du méthane qui est formé, qui s'ajoute au gaz à effet de serre. Je pense qu'on en fait peut-être un peu trop là-dessus. C'est-à-dire que si on limite le réchauffement, si on limite nos émissions, ce sont toujours nos émissions qui prendront le dessus par rapport à ce supplément qui pourrait être lié à la fonte du permafrost. Ensuite, il y a d'autres points de non-retour. Par exemple, pour une forêt, et ça c'est important, si vous avez une forêt et ça va être à risque dans certaines régions, disons quelques années consécutives de sécheresse, eh bien, la forêt, elle ne repart pas. C'est le cas peut-être pour la circulation océanique, c'est le cas aussi du côté de la biodiversité. Disons, une fois qu'une espèce a été affectée, eh bien, elle ne revient pas. Donc, il y a des points de non-retour dans la biodiversité. Donc, c'est tout cela qu'on peut évoquer, bien sûr. Il y en a un peu plus il y a une dizaine de points de non-retour, mais voilà, évoqués. Mais je crois que le principal, c'est nos activités avant. Enfin, disons, plaçons-nous déjà dans un monde où le réchauffement climatique, disons, ne fait pas reste régulier. Et déjà, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et disons, le message, il est clair. Plus le réchauffement climatique sera limité, moins on prendra de risques d'irréversibilité ou d'effet à seuil tel que cela. C'est très clair. Alors après, on ne sait pas très bien s'ils vont se déclencher, à partir de quand exactement. Il y a toujours beaucoup de discussions là-dessus. Je sens que Christophe a envie de vous parler du courant nord-atlantique, mais juste vous venez d'évoquer, et je me tairai après parce que on est 5 à vouloir vous poser des questions, vous venez d'évoquer la biodiversité. C'est un des points qui me manque le plus dans la compréhension des phénomènes, c'est-à-dire qu'on a des analyses sur le climat, grosso modo sur la température, la pluviométrie, les accidents climatiques, etc. Mais sur les interactions, en clair, quand on nous dit en 2050, Rennes, ça je prends le rapport de Météo France, risque d'avoir le climat de Nice. Ça, c'est à données constantes, comme si il ne se passait rien d'autre. Mais si en même temps on a perdu 80% des insectes, et donc comment ça va jouer, comment les interactions, et qui aujourd'hui travaille sur l'effet dopant, si on veut dire, parce que si on compare des situations climatiques à d'autres, on a l'impression qu'à un moment, on va se réchauffer, peut-être qu'on va se refroidir, mais entre-temps, c'est pas le même paysage. S'il n'y a plus la forêt. Voilà. Donc, d'abord, les paysages se sont formés dans un contexte climatique donné, donc leur évolution
Bon, c'est pas simple pour un paysage d'évoluer non plus, c'est pas simple pour les populations. Alors, quel est le… Attendez, répétez votre première question, quel est le… Quel est le mécanisme des interactions alors, par rapport à la biodiversité, on sait déjà que le réchauffement climatique est la troisième cause de perte de biodiversité. Évidemment, disons, les changements de paysage, y compris le remontement chez nous, ont beaucoup joué. Hein, et donc, quand on parle des insectes, quand on parle de la vie, disons, de la nature autour de nous, bon, moi, par rapport à ma jeunesse, la campagne est complètement modifiée. Donc voilà, les activités humaines sont le premier, et bien sûr, on parle beaucoup aussi des phytosanitaires. Les activités humaines sont le premier facteur disons, de perte de biodiversité, mais le réchauffement climatique est le troisième. Et en cas de réchauffement important, eh bien, si on ne limitait pas le réchauffement, à la fin du siècle, disons, pour une bonne partie des espèces faune ou flore, elles auraient une capacité de déplacement, elles ont une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, on comprend bien ce mécanisme pervers, c'est-à-dire si on a un réchauffement climatique rapide, eh bien, la biodiversité au sens large n'a pas le temps de s'adapter. Donc, certaines espèces, simplement, elles ne peuvent pas se déplacer, soit de faune, soit de flore. Et donc, non, il y a justement un effet, il y a des gens qui étudient ça, il y a, disons, malheureusement, une conjonction très forte entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Il y a d'autres raisons de perte de biodiversité, mais le réchauffement climatique risque d'en devenir un élément essentiel. Et c'est déjà le troisième actuellement. Merci. Je vais en profiter alors pour poser une petite question qui fera peut-être probablement la conclusion. Vous avez parlé en tout début de votre introduction de variations climatiques rapides et notamment dans l'Atlantique Nord. Est-ce que vous voyez le graphique qui s'affiche sur votre écran? Oui, je vois, oui. Ceci, c'est la variation atlantique multidécennale. Selon certains, c'est ce qui aurait expliqué que pendant les 30 Glorieuses, il n'y a pas été observé de hausse des températures et que donc il y a un cycle océanique qui coévolue avec le réchauffement climatique du fait de l'homme. Et une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que ce cycle océanique pourrait s'activer et déclencher un court et temporaire petit, pas refroidissement, mais plateau sur la hausse. Alors, je vais évoquer ça. Donc, d'abord, il faut bien voir, disons que cette idée de changement de circulation océanique que vous évoquez s'appuie largement sur la découverte de variations climatiques rapides que j'ai évoquées, donc dans les carottes du Groenland. Voilà, alors, disons que ce qu'on observe, c'est des réchauffements et des refroidissements relativement rapides, des variations rapides au Groenland et en fait dans l'Atlantique Nord en période glaciaire. Alors, comment on l'explique? Eh bien, bon, on va parler du Gulf Stream, simplement, qui est un courant d'eau chaude qui après, disons, va vers le nord et se divise, disons, un bras vers, enfin, disons, une partie vers la mer de Norvège, l'autre vers la mer du Labrador. Et évidemment, pour que ce Gulf Stream fonctionne, il faut que les eaux, une fois arrivées là-haut, elles plongent, de façon à ce que ça ne bloque pas la circulation océanique. Pour qu'elles plongent, il faut qu'elles soient, disons, denses. Et pour qu'elles soient denses, plus denses que les eaux en dessous, plus lourdes, et pour qu'elles soient denses, il faut qu'elles soient salées et froides. Et alors, donc, en fait, ce qui perturbe la circulation océanique, et c'est en tout cas qui l'a perturbé dans le passé, on le pense, c'est l'arrivée d'eau douce à la surface de l'océan. En fait, il y avait une énorme calotte sur toute l'Amérique du Nord, et il y avait toutes des pans de cette calotte qui assez régulièrement, très probablement, disons, allait dans l'océan. On parle d'1 million de kilomètres cubes d'eau, c'est-à-dire une tranche d'eau d'une centaine de mètres sur la surface de la France. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas… Et cette arrivée d'eau douce provoquait des changements, des modifications du Gulf Stream. Le Gulf Stream ne s'arrête pas, disons, ça se modifie. Et on se pose la question, effectivement, actuellement, par exemple, eh bien, le Groenland contribue pratiquement, quand je parle de l'élévation du niveau de la mer, le Groenland contribue d'ores et déjà à peu près à 1 mm chaque année de l'élévation du niveau de la mer. Alors, c'est 1 mm à l'échelle planétaire, mais localement,
enfin, régionalement, dans l'Atlantique Nord, ce sont des quantités énormes d'eau douce qui arrivent dans l'Atlantique Nord. Et donc, effectivement, ça pourrait affecter le Gulf Stream. Alors, ce que l'on pense actuellement, enfin, disons, voilà, toutes les modélisations, aucune modélisation n'envisage une modification sérieuse du Gulf Stream. Je veux dire, il n'y a pas d'arrêt, ce n'est pas un arrêt du Gulf Stream, une modification sérieuse, disons, d'ici la fin du siècle. On l'évoque plutôt à échelle de 200 ou 300 ans. Et si c'était le cas, disons par exemple le Gulf Stream allant plonger beaucoup plus au sud, eh bien ce serait plutôt dans nos régions un retour aux conditions actuelles. Mais admettons, dans 200 ou 300 ans, on a pris 3 degrés, les gens se sont adaptés, hein, c'est une question aussi d'adaptation, si c'est pas trop, eh bien, on reviendrait aux conditions actuelles, mais ce serait des conséquences. Mais il y a quand même peu de chances qu'à échéance de 2050 et même de 2100, on ait de modifications importantes, disons, de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord, même si on commence à percevoir des variations de ce qu'on appelle la circulation l'AMOC, c'est-à-dire la circulation liée au Gulf Stream des eaux profondes, se modifie. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais globalement, il y a très peu, il n'y a pas pour le moment de crainte de la communauté, c'est plus de la modélisation qu'il y ait des modifications majeures avant la fin du siècle. C'est un peu ça l'état des lieux sur ces aspects. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Oui, Oui, je suis navré, hein. Merci beaucoup.